Bienvenue dans l'entonnoir du Bitcoin, votre podcast hebdomadaire. Nos conversations ont lieu en direct sur Twitter Space tous les dimanches et nous vous invitons à participer avec nous et à poser toutes vos questions. Cet épisode a été produit grâce au dévouement de nos volontaires. Pour soutenir notre émission, n'hésitez pas à vous abonner et à nous attribuer une note sur votre application de podcast préférée. Si vous souhaitez nous envoyer un pourboire, vous pouvez également utiliser une application de podcast 2.0 telle que Breeze ou Fountain pour nous streamer des sats. Et bien sûr, nous serions ravis de lire vos commentaires et d'y répondre dans notre prochain épisode. Alors n'hésitez pas à nous faire part de vos impressions en nous envoyant un boost. Bon épisode. On va commencer. Pour info, donc on n'est pas sûr d'avoir Roxy aujourd'hui, Guillaume non plus. Et on va avoir le NES, mais un peu plus tard. Je ne sais pas exactement vers quelle heure, mais un peu de retard. Il va nous rejoindre dans le courant de la discussion. Voilà, bonjour à tous, installez-vous. Prenez votre petit thé, votre petite boisson fraîche, chaude, un petit gâteau. Et on va pouvoir commencer tous ensemble ce 65e épisode de l'entonnoir du Bitcoin, tout en décontraction, tranquillement, voilà. J'espère que vous êtes installés confortablement et on va pouvoir commencer. Bonjour tout le monde, bienvenue du coup pour ce 65e épisode de l'entonnoir du Bitcoin. Aujourd'hui, on a un programme relativement chargé, mais pas beaucoup plus qu'à l'accoutumée. On va pouvoir parler dans un premier temps de la météo actuelle du mempool, parce que ça vous aura sûrement pas échappé que ça va faire maintenant plusieurs semaines que le mempool est saturé en permanence, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à le clear, donc à ne plus avoir de transactions dedans. Et surtout, on a pendant je pense que ça fait plusieurs semaines d'affilée, on est au-dessus de la valeur par défaut de 300 mégaoctets, qui est la taille par défaut du mempool dans le Bitcoin Core, et donc de celle de beaucoup de nœuds. Et on va voir que ça peut avoir pas mal de conséquences dans plein de domaines. Ensuite, on parlera aussi de Greenpeace, donc Greenpeace qui s'est de nouveau illustré dans sa lutte contre la Proof of Work, avec cette fois-ci la commission d'un artiste qui a créé une œuvre peut-être pas monumentale, mais voilà, de grande taille, censée alerter sur l'impact de la Proof of Work de Bitcoin sur l'environnement. Et on va voir que c'est intéressant parce que, bon, après, c'est toujours les mêmes arguments éculés de la part de Greenpeace qui n'ont aucun sens. Mais en fait, finalement, l'artiste en lui-même est un peu revenu sur le truc. Donc, on pourra regarder ça rapidement. Et enfin, on va reparler de OP Vault, dont on avait parlé déjà, je pense, dans deux entonnoirs par le passé, parce qu'il y a eu un peu de nouveau sur la mailing list. Donc, ça peut être intéressant de re-regarder un peu ce que sont les nouvelles propositions. Voilà pour le programme. J'ai vu Roxy passer, mais repartir. Donc, je ne sais pas s'il a eu un problème de connexion, peut-être. Il passait juste dire bonjour. Mais on va commencer du coup tout de suite avec le premier sujet, donc que j'ai déjà pas mal introduit, qui est le mempool, qui est donc saturé depuis maintenant plusieurs semaines, notamment en lien avec tout ce qui est ordinals et inscriptions, donc qui sont les NFT sur Bitcoin, là, dont on a pas mal parlé dernièrement, et qui donc en fait prennent pas mal de place. Et le but, c'était aussi de voir ce que ça pouvait avoir comme impact sur l'utilisation de Bitcoin et aussi des protocoles qui sont construits en surcouche sur Bitcoin. Je ne sais pas si John, tu veux commencer un truc, mais j'entends rien, moi. J'entends rien. Mais attends, je sais pas, mon casque il m'a mis en mute, je sais pas pourquoi. Ok, je sais pas intervenir parce que je me disais que tu étais en train de parler et qu'il y avait que moi, ça arrive parfois. Est-ce que vous m'avez entendu au début ou pas du tout? Moi, rien du tout. Ouais, d'accord, ok. Ouais, juste pour dire par rapport justement, j'étais en train de parler du mempool et donc je disais que par défaut le mempool dans un nœud il est à 300 mégaoctets, donc ça c'est quand on touche à rien. Et ce que je disais c'était que au-delà de cette valeur, chaque nœud va commencer à purger les transactions qui ont le moins de frais.
et pour laisser la place voilà aux autres transactions. Et en fait, ce que je faisais comme remarque, c'était que le wallet qui sert à faire les inscriptions, donc je crois que c'est le seul vrai wallet vraiment non custodial. Au lieu en fait, il calcule pas le taux de transaction adapté en fonction de l'état du réseau et du mempool. Il va toujours en fait envoyer à. On m'entend toujours? Allô? Oui, très bien. Ouais, on sait jamais. Il envoie toujours en fait les transactions à un SAT par virtual octet, vbyte, et donc ça c'est par défaut. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de transactions ordinales lorsqu'on débute qui sont en fait avec des frais qui sont très très faibles et qui du coup restent coincés dans les différents mempools. Et donc quand on regarde un peu l'état du mempool, on voit qu'il y a plein de transactions à SAT par vbyte qui sont là depuis même longtemps. Et moi j'en ai d'ailleurs qui sont là-dedans. Donc il y a des personnes comme moi en fait par exemple qui vont augmenter la taille de son mempool donc jusqu'à 1 gigaoctet. Et ce que je vois, c'est que, par exemple, il y a les mempools alors mempool.space et le Explora de Blockstream, qui ont également donc des mempools qui ont été redimensionnés pour l'occasion, qui doit faire aussi 1 giga, je pense. Et du coup, on se retrouve avec des données dans le mempool qui sont non consistants. Donc, c'est là où c'est intéressant, c'est que habituellement, on ne se pose pas trop la question de la consistance dans le mempool. On parle de mempool comme si c'était quelque chose d'unique. Et c'est dans le genre de situation où on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout consistant. On peut avoir des mempools qui ont des transactions et pas d'autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à peu près normal, mais on ne s'en rend pas bien compte. Et là, c'est l'occasion de se rendre compte que finalement, chacun des mempools voilà, a sa propre vie. Et donc, que parler de mempool, c'est un peu comme quelque chose comment dire comme global, en fait, ça a pas de sens. Et pour revenir donc sur Lightning, effectivement, moi je suis en train d'expérimenter des force clauses qui ont eu lieu sur mon nœud et qui ont normalement les frais sont calculés à l'avance et ils sont normalement beaucoup plus élevés que ce qui devrait être, mais là ils sont quand même malgré tout trop bas et donc on a des transactions force clause qui peuvent pas être minés et donc on peut pas récupérer les fonds de ces transactions. Alors normalement il y a des mécanismes, les transactions d'encore, etc. Tu dois mieux connaître que moi, Fanny. Mais malgré tout, il y en a pas toujours et donc moi je me retrouve un peu tanké sur mon nœud Lightning à pas pouvoir faire grand chose. Et effectivement, lorsqu'on est un opérateur de nœud un petit peu sérieux et pas comme moi, faut vraiment faire attention à l'état de santé du mempool pour bien adapter en fait les paramètres de son nœud pour éviter en fait de subir l'état du réseau Bitcoin, quoi. Yes, carrément. Effectivement. Du coup, ça peut être intéressant de s'étendre un peu sur cet impact-là que ça a sur Lightning. Parce que donc du coup, juste pour rappeler, histoire que tout le monde soit bien sur à la même page, dans Lightning, ce que vous avez, donc vous avez un canal avec quelqu'un d'autre. Ce que vous avez en vrai du point de vue de Bitcoin, quand on dit que vous avez un canal, c'est que vous partagez une adresse multisignature avec l'autre personne. Et cette adresse multisignature, elle est construite de telle sorte que pour bouger des fonds, pour les envoyer ailleurs depuis cette adresse, il faut forcément les deux signatures, donc la vôtre et celle de la personne avec qui vous avez un canal. Et par contre, on veut que quand même vous puissiez... pardon, si jamais vous voulez fermer le canal, le cas simple, c'est l'autre personne est d'accord et elle est en ligne, et du coup, vous allez vous mettre à deux pour signer la transaction qui va fermer le canal, c'est-à-dire qu'il va dépenser les fonds depuis l'adresse multisignature et les envoyer aux deux parties prenantes du canal en fonction de combien ils avaient dans le canal au moment de la fermeture. Mais on ne veut pas que ça marche que quand les deux parties sont en ligne, parce qu'il peut y avoir plein de cas où l'une des deux parties n'a plus accès à Internet, n'a pas envie de coopérer, etc. Et donc, on veut pouvoir récupérer ces fonds de manière indépendante. Et pour ça, on a, en fait, à tout instant, quand on change un état du canal, ce qu'on fait, c'est qu'on signe avec l'autre partie prenante du canal, on signe des transactions qui vont nous permettre,
si l'autre partie après arrête d'interagir, de fermer tout seul le canal. Et donc, on a déjà cette transaction-là avec sa signature et la nôtre dessus. Et donc, on peut la publier sans avoir l'aide de cette autre personne. Mais le problème, c'est que les frais, du coup, comme la signature porte aussi sur les frais, il faut les définir au moment où on signe, alors qu'on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va publier la transaction. Et c'est pour ça, comme tu l'as dit, John, que la pratique qui était la norme et qui l'est encore un peu, c'est de surestimer les frais, de dire, par exemple, on regarde les frais maintenant quand on signe et on fait x5 en espérant, on croise les doigts, que ce soit suffisant quand on publie la transaction. Et là, on voit que cette technique, là, c'est limite quand il y a des variations importantes des frais, ce qui peut mener à avoir ces fonds bloqués quand on a ce qu'on appelle un force close. Donc, c'est l'une des deux parties qui ferme toute seule le canal et donc il va justement lui publier cette transaction qui a été créée il y a un certain temps avec du coup des frais qui correspondaient aux frais de l'époque. Peut-être pour insister là-dessus aussi, c'est problématique parce que dans Lightning, il y a quand même une grande dépendance au temps aussi. C'est-à-dire que quand on publie une transaction de fermeture, il faut récupérer ces fonds dans un certain temps imparti, parce que sinon, après, quelqu'un d'autre peut passer et les prendre. Et comme tu disais, du coup, l'une des solutions pour pallier ce problème, parce qu'on voit bien que c'est pas forcément complètement satisfaisant d'essayer d'augmenter les frais un peu jugés artificiellement quand on signe, c'est ce qu'on appelle les anchor outputs, donc les outputs encre, où l'idée, pour l'expliquer très simplement, c'est que dans les transactions pré-signées là qu'on a sur notre nœud et qui nous permettent de fermer quand on veut, chacune des parties prenantes va avoir un output dont la seule utilité, c'est de pouvoir être dépensé par cette partie prenante, ce qui lui permet d'augmenter les frais de la transaction de fermeture avec ce qu'on appelle CPFP, donc Child Pays for Parent, où en gros, l'idée, c'est qu'on va dépenser cet output qui fait partie de la transaction de fermeture, on va le dépenser comme entrée d'une autre transaction qui, elle, paye des frais plus importants. Et donc, en gros, un mineur, quand il va voir cette deuxième transaction qui paye plein de frais, il va avoir intérêt il va vouloir l'inclure dans son bloc, mais pour l'inclure, il est obligé d'inclure la transaction parente, donc la première transaction qui est celle de fermeture. Et donc, comme ça, on arrive à faire passer notre transaction à augmenter ses frais, entre guillemets, a posteriori. D'ailleurs, vas-y. D'ailleurs, avec Panka, on a vu un bel exemple de le anchor outputs, où en fait, il y a une adresse qui les récupère par batch de 20 ou 30, et puis qui s'est fait un beau pactole comme ça en récupérant les anchors. Yes, carrément, parce que du coup, les encores, ils peuvent être dépensés par tout le monde au bout d'un certain temps. Et donc, effectivement, c'est des petits outputs de 330 Satoshi. Et donc, il y a certains nœuds qui ne vont pas forcément les récupérer. Tout simplement parce que parfois, selon le contexte, ça peut pas être intéressant financièrement d'inclure l'output dans la transaction pour le récupérer, parce qu'il va juste ajouter un peu trop en frais, ça va nous coûter plus que ce que représente l'output. Et donc, on a effectivement des trucs, des collecteurs d'output, d'encore output, ce qui est assez marrant, effectivement. Et ça nous arrange bien qu'il y ait des mecs qui fassent ça, comme ça réduit l'UTXO7, quoi. Parce que ces encore outputs, c'est vraiment des UTXO qui servent à rien et que tu nous conserves. Et du coup, là, au moins, ça clear un peu l'UTXO7. Carrément. Mais d'ailleurs, il y a des propositions. Vas-y. Non, ce qui m'étonnait, c'est que moi, dans ma transaction de force close, j'ai pas de encore output, et donc je sais pas trop dire si c'est parce que mon channel il était trop vieux ou quoi que ce soit, quoi. Je sais pas si c'est sur il faut que ce soit en gros négocié avant, enfin au moment de la création du channel, ou si ça peut. Mais en tout cas, moi sur ma transaction, j'ai pas d'encore output, donc je sais pas trop. C'est pas que sur les forces. C'est parce que ça devait être des vieux. Ça peut être des vieux channels que tu as, et les vieux channels, ils n'avaient pas d'encore output. Par exemple, si tu avais un static remote key, par exemple, dans ce cas-là, tu n'as pas d'encore output. Ça, faut regarder, il faudrait retrouver dans ta base de données si tu as le type de channel. Il faut regarder le channel commitment, et selon le type de channel commitment, tu peux avoir les encore output ou pas. Et moi, je suis pas sûr que même moi, tous mes canaux, ils doivent pas être encore output, parce que y en a, ils sont vraiment vieux.
Donc, Moi, là, c'est un truc de 2021 et je suis quasiment sûr. Enfin, bon, de toute façon, le résultat, c'est que j'en ai pas. Donc, ouais, c'est possible quand même, ouais. C'est possible quand même que ça soit censé être des encore output. Après, ça dépend aussi de ta contrepartie, si elle a mis à jour le logiciel ou pas, ça dépend quel type de. C'est moi. Si c'est toi-même la contrepartie et que tu sais qu'il y avait les encore output, c'est vrai que c'est dérangeant quand même. Ouais. C'est que sur les force close qu'ils y sont ou pas? Les encore output, ouais. Ouais, il n'y a pas de les coopératives closes, de toute façon, le frais est négocié au moment où tu fermes. Donc normalement, tu négocies en fonction de l'état du réseau. Donc normalement, tu t'arranges avec ta contrepartie pour mettre des frais qui soient raisonnables lorsque tu fais une fermeture coopérative du canal. Par contre, ce qui est possible que tu aies eu comme problème, John, c'est que tu aies fait avec ta contrepartie où toi, vous avez dû publier la transaction de fermeture unilatérale. Je ne sais pas qui a force close, hein. Tu publies la transaction de force close unilatérale et en fait les frais sont tellement bas qu'elle est expulsée de ton nœud directement et du coup peut-être que LND ou CLN n'arrive pas à retrouver la transaction dans ton nœud parce qu'il l'a expulsée tout de suite, quoi. Dans ce cas-là, c'est un problème d'implémentation parce que théoriquement le but c'est de la CPFP immédiatement au moment où tu la signes et que tu la broadcast, tu la CPFP immédiatement. Mais peut-être que là, je sais pas, t'as voulu broadcaster, ton nœud l'a expulsé parce que les frais sont en dessous du min FI et ton nœud n'a pas accepté la transaction et du coup ça plante, je sais pas. Ouais, juste pour compléter, parce que là, justement, enfin, tous mes problèmes que j'ai en ce moment, ça m'oblige en fait à regarder un peu les tools. Et il y a des tools en fait qui te permettent sur LND d'exporter ton wallet pour le mettre dans Sparrow, par exemple. Et donc, mon Sparrow, il est connecté à mon nœud sur lequel j'ai rebroadcasté la transaction et bizarrement je vois pas. Alors je vois ni l'adresse de destination ni la transaction. Et là j'ai demandé sur le Slack de Lightning Labs pour en savoir plus parce que c'est pas la situation pas normal. Ouais, je l'explique pas trop quoi. Mais pour moi l'explication la plus plausible c'est vraiment ça, c'est que ton propre nœud est en train d'expulser tes transactions en disant qu'elle paye pas un fee suffisant. Oui, non, mais en fait, ce truc, c'est que l'adresse de destination, elle est même pas dans mon wallet, en fait. C'est ça que c'est pas tant Ah oui, non, mais ça, c'est normal. Si c'est toi qui force close, ton adresse de destination. En fait, mon core Lightning, en fait, il a force close. Et donc, normalement, l'adresse de destination de mon LND, je devrais la retrouver. Non, c'est normal que tu la retrouves pas parce que l'adresse de destination, c'est celle qui a un script avec des check séquences verify et tout. Donc, c'est pas une adresse normale. Ça, c'est celle de. Ah oui, ok, oui, pardon, j'arrête pas d'oublier que tu es en train de parler de toi, d'un force close avec tes deux nœuds. Ouais, en fait, il y a le core Lightning qui a fait un force close. Et donc, l'output qui va pour mon LND, c'est une output normale. C'est une pay-to-public hash. Et en fait, je la trouve pas dans mon wallet et je sais pas pourquoi. Faut regarder l'architecture du wallet. Ouais. Si ça se trouve, LND il prend connaissance de cette adresse-là que quand il reçoit et que c'est confirmé. Non, mais des fois aussi, c'est qu'ils séquestrent les adresses aussi, LND. Ils ont tendance à séquestrer les adresses, c'est-à-dire ils te disent, cette adresse-là, cette clé-là, on la dérive uniquement, on utilise uniquement ce chemin de dérivation pour tel type de clé publique dont on a besoin pour tel type de partie du protocole Lightning. Et des fois, du coup, je sais pas comment ça se passe au niveau de la static remote key. Je sais pas si ils comptent, parce que dans les premières versions du protocole Lightning, il y avait pas l'adresse de retour vers toi. Elle était dérivée des points de commitment. Enfin, c'était bizarre. C'était pas une adresse normale, donc tu pouvais pas la retrouver dans ton wallet. Mais avec Static Remote Key, normalement, tu peux la retrouver, mais je ne sais pas si LND utilise une adresse vraiment normale pour ça ou s'ils ont un chemin de dérivation différent dédié à ça, tu vois. C'est pas clair. Bon, bref, en tout cas, j'ai demandé dans le Slack, puis j'espère qu'un jour, on aura des frais un peu plus bas que maintenant, parce que là, c'est un peu... c'est un peu compliqué. D'ailleurs, ce que je disais, c'est que j'ai des transactions ordinales. Et en fait, on disait souvent, il y a du discount, c'est pas cher, etc. Et pour CPFP, une transaction d'inscription, je peux vous dire que vous avez intérêt à vous y accrocher parce que c'est vraiment, vraiment pas l'idéal, quoi.
On dit que c'est pas cher, mais en fait là, moi j'avais regardé récemment, il y a des inscriptions que fait certainement Yuga Labs, des inscriptions où ils payent littéralement 250 balles de frais. Hein. Parce que derrière, ils les revendent. Ils les revendent 3 fois plus cher après derrière sur Open Nordex. Donc, mais quand tu le fais pour ton propre plaisir. Au bout d'un moment, le plaisir, voilà. C'est trop cher, ouais. Là, c'est un peu cher payé le plaisir, ouais. Et en fait, quand tu fais CPFP, tu sais, il faut faire monter, tu sais, les frais relatifs. Ouais, en fait, ça t'oblige à faire à monter des fee rates. Et moi, j'étais monté à 800 SAT par V-Byte. Et là, tu te dis, ah oui, c'est cher payé, ouais. Je pensais pas. Donc, c'est vrai que la situation actuelle, elle est intéressante parce que ça t'oblige à faire des choses qu'on faisait pas habituellement, créer par exemple des transactions, des raw transactions avec Bitcoin Core. Ça, j'avais jamais fait et du coup, j'ai eu l'occasion de faire. C'est assez intéressant quand même. C'est instructif, ouais. C'est instructif pour l'avoir déjà fait. C'est assez rigolo. C'est un peu stressant aussi, hein, mais bon. Mais complètement. T'as un petit peu peur de perdre tes fonds quand même quand tu fais ça. Non, c'est. Parce que t'es pas sur le testnet quand tu fais ça, quoi. C'est un peu hardcore, quoi. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je voulais juste aussi rebondir sur les encore outputs, vu qu'on en parle, et pour évoquer aussi, il y a une autre proposition en ce moment, c'est les éphémérales encore, où en gros, c'est des outputs, mais qui ont une valeur de 0. Donc normalement, on n'a pas le droit de faire ça, parce que sinon, si on crée des outputs d'une valeur de 0, on peut très facilement augmenter l'UTX-7 gratuitement, quoi. Mais ici, du coup, ils ont une valeur de 0. Mais on peut les créer que du coup quand on respecte bien certaines conditions, ce qui permet de faire en sorte que ils sont pas créés par comment dire, on peut pas faire ça n'importe comment, et en plus ils peuvent être dépensés par n'importe qui, donc je crois pas qu'en plus ils resteront dans l'UTX-7 vu qu'ils ont une valeur de 0, et l'idée c'est qu'en gros si vous avez ça comme encore sur votre transaction de fermeture, l'avantage, c'est que là, n'importe qui peut du coup dépenser cet output-là et donc CPFP votre transaction. Il n'y a pas juste vous. Donc, ce qui peut être vachement utile, par exemple, si vous utilisez ça peut être un service en plus que proposent des Watchtower, etc. C'était juste pour évoquer ça, puisqu'on a parlé du fait que là, avec les encores qu'on a actuellement, qui ne sont pas de valeur nulle et qui ne peuvent pas être dépensés initialement par n'importe qui, on a des collecteurs qui passent pour les récupérer. C'est un truc un peu différent qui est en train d'être discuté, qui dépend pas mal de package relay V3, de package relay tout court, pardon. Non, mais c'est V3 aussi, hein. C'est les transactions V3, voilà. Ouais, les transactions V3, ouais. Ta transaction, elle est V3, il n'y a que dans les transactions V3 qu'on autorisera d'avoir des trucs à 0, effectivement, je crois. C'est ça. Ouais, exactement. Et du coup, la condition, elle est assez stricte. Alors, je ne sais plus ce que c'est exactement, mais c'est qu'il faut que... il faut qu'elle soit dans un package, je pense. Hein. C'est ça. C'est genre, tu relais en package et il faut que ce soit inclus dans un package qui a déjà la transaction qui s'est PFP, ce qui fait que tu reçois systématiquement la transaction et la transaction qui s'est PFP en même temps d'un point de vue relais du réseau, je crois. C'est ça. C'est exactement ça. C'est bien foutu, mais c'est très compliqué et c'est clairement un gros boulot fait par Gloria, etc. Donc c'est assez long et assez dur. Ouais. Il y a plein de trucs, assez compliqué. Génial. Super. Du coup, n'hésitez pas si quelqu'un a une question, une dernière remarque à apporter sur ce sujet-là. Et sinon, je propose de passer à Greenpeace. Donc, je ne sais pas si on va y passer beaucoup de temps ou pas, mais on dira au moins un mot. Du coup, Greenpeace. Donc, Greenpeace a encore frappé et a encore essayé de changer le code de Bitcoin, mais on attend toujours la pull request. Hein. Du coup, cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont payé un artiste qui fait pas mal ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il va participer, il va faire des œuvres d'art pour des associations, des organisations qui lui plaisent, contre rémunération, pour alerter sur certains sujets. Donc, il me semble avoir vu passer qu'il avait fait ça sur la pollution plastique dans les océans, etc. Donc, des choses diverses et variées. Pas forcément des mauvais combats, hein. Ici peut-être un peu égaré.
Et donc, c'était cette fameuse tête de mort avec des cheminées de refroidissement qui lui sortent du crâne, etc., etc., avec de magnifiques yeux laser, et qui est censé du coup essayer d'alerter et de motiver les gens à changer le code de Bitcoin pour passer au proof of stake. Donc, je pense qu'on ne reviendra pas sur tout ça, pourquoi ça serait débile et pourquoi ça n'a aucun sens de comparer les deux. Proof of stake. Ici, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de voir que l'artiste, après la publication, enfin la communication sur l'œuvre d'art, il a reçu du coup pas mal de messages de bitcoiners et de certains bitcoiners aussi très investis dans les causes environnementales. Et donc là, il a publié un tweet, enfin un thread plutôt, où il explique que maintenant il a entendu les deux côtés, et donc il trouve ça intéressant. Alors après, bon, je pense comment dire, il y a des choses moi qui m'ont un peu gêné dans son trade quand il parle du fait que il faudrait que les mineurs vertueux évincent les mineurs qui ne sont pas vertueux, parce que voilà, forcément, on voit bien que c'est un biais de contrôle supplémentaire sur le hash rate, parce que il faut voir qui édicte, qui est vertueux et qui ne l'est pas. Mais néanmoins, voilà, il reconnaît que le sujet n'est pas du tout blanc et noir comme Greenpeace essaye de le faire croire, et qu'il est beaucoup plus gris, voire voilà, gris clair. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus. Je crois que c'était Roxy qui voulait qu'on parle de ça. Moi, j'ai pas trop de grand-chose à ajouter sur ce sujet-là. Je pense que c'est intéressant de dire aussi que derrière, il y avait du financement de Ripple. Ouais. Derrière ce projet-là, donc Ripple qui est quand même une crypto-monnaie qui est globalement une crypto-monnaie de banquier, hein, on va pas, enfin je veux dire c'est littéralement comme ça qu'ils se vendent, donc bon bah voilà, hein, donc crypto-monnaie de banquier. Donc bon il y a quand même du shitcoiner qui essaie un peu de casser du bitcoiner derrière, et c'est un peu ridicule, hein, on va pas s'en cacher, mais voilà, c'est l'ennemi des fois est dans l'enceinte, hein. Je veux dire par là que c'est pas des gens qui sont complètement anti-crypto-monnaie qui ont fait ce truc-là, quoi. Derrière, il y a des gens qui jouent un peu de faire du simp au Bitcoin Maxi pour ensuite balancer ce genre de truc. Et on voit que ça marche pas parce que bon bah évidemment c'est complètement ridicule, mais bon. Les gens qui réfléchissent vraiment, qui sont de bonne foi et de bonne volonté, ils arrivent quand même à voir que c'est plus compliqué que ce qu'on leur vend, mais voilà, c'est quand même un sacré truc. Moi, après, je pense que c'est quand même intéressant de rappeler que la proof of stake, c'est moins bien que la proof of work parce qu'elle dépend de paramètres internes à la blockchain pour définir l'avancée de cette blockchain. Donc voilà, c'est globalement toute la critique est là. Donc ça veut dire que si je manipule la blockchain d'une certaine façon, je peux arriver à déterminer son futur, ce qui est quand même assez problématique. Si on réfléchit un peu d'un point de vue problématique de résistance à la censure, d'un point de vue accessibilité au registre et notamment à sa gouvernance. Donc voilà, après évidemment, ça veut pas dire qu'il faut pas mettre de la proof of stake nulle part, on peut en mettre, mais pas dans Bitcoin, quoi. C'est pas l'objectif, quoi. Enfin, c'est pas le sujet. Donc voilà. Bon, après, qu'est-ce qu'on peut dire à part que l'œuvre est magnifique. C'est un crâne fait en cartes. Alors je sais pas si c'est des cartes mères, je sais pas si c'est des cartes graphiques ou carrément des cartes des hashboards, des cartes de minage. Parce que bon après voilà il dit que c'est fait avec de l'électronique qui était utilisée pour le minage, mais bon vu comment il connaît le sujet, on sait pas trop, mais c'est magnifique, ça montre ça, je pense que ça a été repris par les bitcoiners parce que ça symbolise quelque chose de très intéressant. Après, pour les petites anecdotes, il y en a beaucoup qui disent que les tours qui sont sur la tête du crâne, c'est des tours de centrales nucléaires. Donc rappelons que les tours aéro-réfrigérantes ne sont pas spécifiques aux centrales nucléaires. Elles sont sur littéralement toutes les centrales thermiques qui ne peuvent pas se refroidir avec un débit d'eau suffisant à côté d'elles. Donc vous avez ça sur des centrales à charbon, sur des centrales à gaz. Et en l'occurrence, moi, là, de ce que j'ai vu vite fait de ce qui est sur l'œuvre, il semblerait qu'il y ait des tours
qui soient plus fines, plus cylindriques, qui ressemblent beaucoup plus à des tours de centrales à charbon. Donc ça, c'est quand même pas complètement hors sujet, hein, parce qu'évidemment, si c'était des tours de centrales nucléaires, ce serait hors sujet, puisque dans ce cas-là, les centrales nucléaires, ça n'a pas le même impact qu'une centrale à charbon sur le climat, quand même. Faut quand même le rappeler. Donc voilà, pour l'anecdote, c'est pas des tours de centrales nucléaires, c'est plutôt des tours de centrales à charbon, mais c'est surtout des tours de refroidissement. Voilà, et la production d'énergie, elle, c'est tout un sujet. Et les yeux laser sont magnifiques. Ça, c'est bien pimpé avec des petits symboles Bitcoin à l'intérieur. C'est super. Donc là, c'est bien. On va avoir des super images de profil, des super stickers Telegram maintenant à montrer pour montrer à quel point on est toxique maxi. Je pense que la communauté s'est très bien illustrée avec cet événement parce qu'on a réagi super positivement, contrairement à ce que peut-être s'attendait l'artiste. Et je crois que c'est ça qui a fait qu'il a un petit peu réfléchi aussi, qu'il a accepté de remettre un peu en question le propos qu'il a porté dans la vidéo qu'il a fait pour vendre l'œuvre, entre guillemets. Voilà. Je pense pas qu'il avait un a priori sur les Bitcoin, enfin sur la communauté. C'est très spécifique à Twitter. Je pense que le reste du monde s'en fiche complètement, quoi. Ouais, il y a sûrement de ça aussi. Après, je pense qu'il avait quand même un a priori sur le fait que, tu vois, enfin, il montrait quand même des centrales à charbon, tout ça. Il voulait quand même montrer que ça détruisait l'environnement, quoi. Ce qui est, Oui. je veux dire, toute activité le fait d'une manière ou d'une autre, donc c'est pas complètement faux. Mais tu vois, il y a une façon d'illustrer les choses aussi quand même, qui dénote d'un a priori. On peut pas dire. Après, il était en service mandaté, donc il allait pas faire. Voilà, c'est sûr. Il pouvait pas balancer un truc, mettre des fleurs à la place, c'est sûr. Hein. C'est sûr qu'on n'allait pas s'attendre à ça, surtout quand tu es financé par Ripple derrière, quoi. Mais bon. Après, je pense, là, le truc, c'est toujours pareil, c'est que autant son œuvre, je pense qu'elle a dû faire grand bruit, autant son thread, à part faire plaisir à quelques bitcoiners, je pense qu'il sera pas beaucoup vu, quoi. C'est toujours pareil. T'as une fake news, c'est énorme, ça buzz beaucoup, et puis après, tu peux avoir le debunk qui, lui, sera très peu visible, ou même le mot d'excuse ou quoi que ce soit, en général, sont assez peu vus. Ah bah oui, non, mais ça a toujours marché comme ça. De toute façon, tu dis un truc puis son contraire, mais tu gardes que celui qui buzz parce que tu l'effaces pas. Enfin, ils n'ont pas effacé ce qu'ils ont fait. C'est la seule manière de rectifier une connerie que tu as dit sur Internet, ce serait d'effacer complètement la connerie. Et des fois, c'est juste pas possible parce qu'Internet se souvient. Hein, mais des fois aussi, c'est aussi que c'est pas très intéressant d'un point de vue fame, quoi. Ça te donne pas de l'influence si tu fais ça. Ah bon. Après, c'est dans la même lignée que Change the Code, quoi. C'est vraiment juste hurler pour hurler, parce que sur du code open source, dire Change the Code, je vois pas très bien le point. C'est un peu pareil, quoi. L'œuvre, enfin, le message qui veut être véhiculé par l'œuvre, voilà, c'est aussi dans la même, c'est dans la même démarche, quoi. Donc après, heureusement, on en fait quelque chose de plutôt petit. Change the Code, je pense que, enfin, ils savent très bien que si eux ils font le changement de code, et ben ça sera jamais merde ni appliqué. Je pense que leur politique Change the Code, c'est convaincre les gens d'appliquer ce changement, tu vois. Oui, mais je veux dire, c'est pas de... Je suis d'accord, hein, y a pas. Mais tu vois, de faire en plus le changement de code en se disant, voyez, nous on essaye de faire quelque chose, tu vois, ça pourrait renforcer leur message. Ce qu'il faut toujours convaincre par ailleurs, mais au moins ils disent, techniquement parlant, on a réussi à le faire. Bon, après c'est Greenpeace, mais avec l'argent qui en émane, je pense que ils pourraient embaucher quelques développeurs pour faire un truc pour dire, voilà, on a fait quelque chose, regardez comment c'est facile, quoi. Là, pour l'instant, ils disent, regardez, Ethereum l'a fait, c'est facile, ils pourraient aller encore un peu plus loin et dire, regardez, on a fait la pull request, regardez comment c'est facile. Et en plus, ils veulent pas l'accepter, donc les bitcoiners sont vraiment très, très toxiques. Hein. Mais c'est vrai qu'ils pourraient faire un peu leur client Bitcoin avec leur implémentation du protocole avec une proof of stake à la Bitcoin POS, ce très célèbre token qui a un très grand succès sur CoinMarketCap, comme vous le savez tous, avec certainement une valeur par jeton de l'ordre de quelques dizaines de centimes pour toujours 21 millions, bien sûr. Donc voilà, après ils pourraient très bien faire leur propre crypto-monnaie
dire crypto-monnaie endossée par Greenpeace. Le problème, c'est que Greenpeace, ils se retrouvent dans une position compliquée s'ils font ça, parce que ils ont quand même aussi des gens qui sont pas très pro crypto-monnaie en face dans leur camp politique, on va dire. Donc c'est compliqué. Voilà, ça. Je pense aussi, c'est pour ça qu'ils font pas le vrai changement de code, quoi. Qui demandent à ce que ça émane de Bitcoin lui-même plutôt que de eux. Ouais, mais là tu parles de faire tourner un client, ils n'ont pas besoin d'aller jusque-là. Hein. Ils peuvent simplement proposer code en disant regardez, on a fait quelque chose. Maintenant, à vous de l'intégrer, quoi. C'est un truc qui marche très bien dans le monde professionnel pour se faire valoir. C'est pas bien différent. Ils n'ont pas besoin de faire tourner le client. Hein. Oui, c'est sûr qu'ils pourraient juste faire la pull request et dire regardez, les core devs ne l'acceptent pas. Oulala. Ouais. Après, c'est quand même. Je pense qu'après, ils ont peur de se prendre un retour de bâton des gens qui sont dans l'open source, mais qui sont pas pro Bitcoin et qui sont chez eux aussi, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils s'engagent vraiment pas, quoi. Ils disent, comme tu dis, ils crient, c'est tout, et puis ils font rien, parce que s'ils font quelque chose, ils prennent le risque de se mettre en désaccord avec des personnes dans leur propre camp. Tu vois, il y a peut-être de ça aussi, j'ai l'impression. Ouais, je pense franchement, je pense pas qu'ils voient aussi loin que ça. Hein. Après, c'est Greenpeace, faut pas non plus. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est sûr, ils vont, mais tu vois, je pense que ça va de pair avec, tu vois, ils vont pas aussi loin que ça, justement, parce que sinon, après, ça commence à être de la prise de risque en termes de positionnement politique, tu vois, vaut mieux la jouer safe, continuer de crier comme si ça allait changer quelque chose, et puis voilà, quoi. Et puis ensuite, pour dire qu'on les écoute pas, dire que c'est un déni de démocratie ou je sais pas quoi, et puis voilà, t'as fait ton beurre, tu vois. Il y a Dave Motinvest là qui a levé la main. Je t'en prie si tu peux monter. En bas à gauche pour le micro. Alors moi j'entends rien. Faut être sur téléphone par contre pour qu'on puisse parler en général. Là je le vois en intervenant. Ouais, non mais ouais. Je le vois en intervenant mais il est muet. Bon, il veut peut-être pas parler en fait. Hein. Ok. Bon, en attendant, je sais pas si quelqu'un veut ajouter quelque chose là-dessus ou sinon si on part vers OPVolt. Voilà, Dev, n'hésite pas si jamais tu arrives à déverrouiller ton micro, je te laisse en haut vu qu'on n'a pas trop de monde pour l'instant. Et du coup, on glisse vers notre troisième sujet du jour, donc OPVolt. Donc on avait déjà parlé, il me semble, du coup à deux entonnoirs déjà. Pour rappeler rapidement ce que c'est une proposition par James O'Byrne de deux nouveaux opcodes, donc initialement 2, on va voir que ça peut-être un peu évolué, où le but c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle des vaults donc de manière native sur Bitcoin. Et une vault, pour le dire très simplement, c'est que vous avez vos fonds quelque part sur une adresse, et ensuite quand vous essayez de dépenser, en fait il y a un délai quand on dépense avant que les fonds puissent être vraiment dépensés, qui permet de réagir et de les envoyer sur une adresse de secours, entre guillemets, qui est très bien sécurisée, normalement. Si vous détectez que quelqu'un a dépensé les fonds de votre vault, mais que ce n'était pas vous, et que du coup, ce n'est pas une dépense qui devrait avoir lieu. Donc, c'est au-dessus c'est un peu en parallèle de tout ce qui est cold storage et tout. C'est un peu une autre approche et qui permet, par exemple, de sécuriser des fonds qui peuvent être sur un hot wallet, donc sur votre téléphone, par exemple. Parce qu'en fait, du coup, même si quelqu'un, donc vous pouvez avoir tout le côté, c'est facile d'utilisation du hot wallet avec une certaine sécurité, parce que même si les clés qui sont dans le hot wallet sont compromises, l'attaquant, il est obligé quand il essaye de récupérer les fonds, il va forcément devoir passer par ce moment où il ne peut pas les récupérer tout de suite parce qu'il y a un time lock, et ça vous laisse le temps à vous. Donc par vous, en général, on entend des systèmes automatisés, donc type Watchtower qui vont le faire tout seul, de récupérer les fonds en annulant, entre guillemets, la transaction de l'attaquant et en récupérant les fonds sur l'adresse de secours qui, elle, est normalement beaucoup plus sécurisée. Donc on est plutôt sur du cold storage, avec idéalement même un multisig, etc. Donc ça, c'était le point de vue fonctionnel de la proposition de James O'Byrne, et il proposait de faire ça avec deux nouveaux opcodes, OPVolt et OPUnvolt. Et donc OPVolt permet de créer la vault et OPUnvolt permet
sortir les fonds de la Vault. Et il y a eu des gens qui ont rebondi un peu dessus. Et donc, par exemple, Greg Sanders, qui, si je dis pas de bêtises, bosse chez Core Lightning, qui en lisant la proposition s'est rendu, lui, il trouvait pas ça très clair. Et peut-être a raison, effectivement, je pense. Parce qu'en gros, c'était pas très bien défini. Les différents opcodes n'étaient pas forcément utilisés tout le temps de la même manière, etc. Et donc, lui, il a proposé une autre approche qui fait la même chose fonctionnellement, mais avec 3 autres codes, et où cette fois-ci, ils ont des utilisations bien plus délimitées. Et ensuite aussi, les développeurs se sont rendus compte en discutant de tout ça qu'en fait, finalement, on arrivait très vite à quelque chose avec ces 3 autres codes qui permettait d'émuler OpCTV, donc qui était la proposition de SourceForge pour avoir des covenants qui étaient portés par Jeremy Rubin, on en avait parlé aussi à l'époque, et qui avait été écarté. Et en fait, ça, c'est pas bien surprenant parce que CTV, justement, avait été construit par Rubin pour être finalement une implémentation assez minimaliste de Covenant, au sens où c'est pas des Covenants qui permettent de faire plein de trucs qui sont très expressifs, au contraire. Et donc, c'est normal qu'en fait, dès qu'on essaye de faire des Covenants, on retombe rapidement sur quelque chose qui permet d'émuler CTV. Et donc là, la discussion aussi, c'est de dire finalement, OP-Volt, de ce que j'ai compris, alors peut-être quelqu'un pourra approfondir, s'acheminerait maintenant en l'état sur quelque chose avec 2 nouveaux opcodes et un 3e nouvel opcode, mais qui serait en fait CTV lui-même. Puisque tant qu'à faire, vu qu'on arrive à l'émuler, autant le mettre directement lui. Voilà, je sais pas si... Au lieu d'avoir upvolt et up-unvolt, pour mettre dans le... On va dire pour envoyer les fonds dans le vault et après pour les sortir avec une trigger, et ben maintenant tu as upvolt, upvolt recover et upCTV, check template verify. Et voilà en gros pour les changements, parce qu'en fait ils se sont rendus compte que en mettant un délai de 0, et ben on pouvait émuler CTV, mais au moins bien. Parce qu'en fait, du coup, quand tu sors, quand tu fais ta trigger transaction, tu dois commit aux outputs de la transaction qui dépend de cette trigger-là. Donc du coup, en fait, t'es obligé de mettre des conditions de dépense de ton output de la trigger. Et ça, du coup, c'est carrément ce que propose CTV, de conditionner, de rajouter des conditions de dépense, quoi, on va dire, de la transaction. Et du coup, l'idée, c'est de se dire que pourquoi faire des covenants comme ça? Pourquoi faire comme CTV et au final ne pas être CTV alors que CTV a été pensé exprès pour ça, a été plus travaillé et testé. Et donc, ils sont partis sur l'idée de en fait directement intégrer CTV au vote, au BIP en question. Donc du coup, on a deux, si je me souviens bien, on a les 2 opcodes qui sont spécifiques à upvolt, upvolt et upvolt recover. Ça fonctionne à peu près pareil. Upvolt, ça sert à mettre tes fonds dans un vault, et upvolt recover, en fait, ça sert à quand tu dépenses, et ben renvoyer des fonds dans le même vault. Il me semble, corrige-moi Ponta si je dis des conneries. Faudrait que je retrouve. Je sais plus les détails parce qu'il y avait des histoires aussi que tu modifiais l'arbre de TypeScript derrière. Donc, ouais, c'est ça. En fait, normalement, ce qui se passe, c'est que tu as en fait les dernières réflexions qui sortent là sur cette histoire-là. C'est que en gros, c'est d'essayer d'intégrer nativement dans la structure du script Taproot les différentes conditions de dépense d'un vault. Et donc en fait, quand on regarde un vault, il y a globalement entre guillemets 2 chemins. On a un chemin de type recovery où on va récupérer les fonds avant même avant qu'il y ait avant le time lock, c'est-à-dire normalement on est censé, quand on veut récupérer les fonds, on va être obligé de mettre un time lock dans la transaction
dans l'adresse de destination du moment où on va vouloir retirer les fonds du vault, ce qui fait que ça impose d'une certaine façon un time lock avant de vraiment avoir le contrôle sur les fonds. Et en fait, l'idée, c'est que les opcodes qui sont ajoutés vont permettre de prendre une des branches du TapScript et de l'appliquer à la sortie suivante, quelque part dans la transaction suivante. Et donc en faisant ce remplacement d'une feuille de Taproot par une feuille de la transaction précédente, on va pouvoir comme ça appliquer les conditions qu'on voulait appliquer sur le Vault, on va pouvoir les appliquer au moment où on va faire la première transaction pour pouvoir trigger, pour pouvoir lancer le processus de withdraw. Et donc, c'est comme ça que va pouvoir se mettre en place l'aspect recovery ou l'aspect j'attends le temps qu'il faut. C'est quelque part en transmutant le script de la transaction, de l'adresse qui va être qui a les fonds une fois qu'on a lancé le processus de withdraw, et on va transmuter le script d'une certaine façon en utilisant la structure de Taproot pour ajouter des conditions soit de type recovery, soit de type récupération après un certain time lock. J'ai plus exactement le détail de tous les opcodes, mais effectivement, tu as besoin de TPV. Ah oui. J'ai mis le schéma et en gros, du coup, le Vault initial, c'est un TapScript avec deux feuilles, enfin deux branches. La première, c'est celle pour le trigger. La deuxième, c'est celle du recovery pass. Et en gros, le script du trigger utilise upvolt et en gros donne le script qui doit être utilisé pour la transaction de trigger. Et après, quand tu veux sortir des fonds de ton Vault, tu dois faire une première transaction de trigger où là, tu récupères le script qu'il y avait dans la première feuille, enfin, dans la première branche avec upvolt, et qui en fait, ce script conditionne le délai à attendre et le hash des outputs, donc le CTV hash. Et donc du coup, tu remplaces ton script trigger par le script qu'il y avait dans le script trigger, conditionné par upvolt. C'est peut-être pas super clair comme je l'ai dit, mais regardez le schéma que je viens de partager. L'idée, c'est vraiment avec upvolt, en gros, upvolt dit prends ce script-là et remplace-le au même endroit dans le TapScript. Donc, quand il dépense, la transaction trigger, l'output de trigger, c'est le script qui était passé à upvolt au départ. Effectivement, c'est opcsv et opctv. Et à ça, tu peux rajouter ton CTV hash. Donc, ça veut dire que tu n'as pas besoin de commit à comment tu dépenses quand tu fais le Vault. C'est uniquement au moment où tu publies la transaction de trigger, que tu la construis, que tu définis comment tu veux que l'output puisse être dépensé après. Ouais, je vois. Mais en gros, pour les gens qui nous écoutent, là, faut se rappeler que Taproot a une manière d'encoder les conditions de dépense avec un arbre. Et donc, en gros, dans Taproot, on choisit un chemin dans l'arbre qui va jusqu'à une feuille. Et en gros, ce que feraient les propositions de type OP-Vault, MP-Unvault et OP-CTV, les OP-Vault permettraient de modifier la branche d'un arbre Taproot, mais qui vient après. C'est-à-dire, une fois qu'on a dépensé une adresse, mais en fait, la manière qu'on a de dépenser cette adresse dit, en fait, j'autorise à ce qu'on transmute les feuilles des arbres des adresses qui dépensent les fonds de cette adresse-là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir mettre des conditions. On va ajouter des conditions pour permettre cette transmutation. Et notamment, on va dire, faut que le script il commence par ça. Et en l'occurrence, là, ce que disait Lounès, c'est que le script, on le force à commencer par un script qui correspond à un temps d'attente avant de pouvoir dépenser les fonds. Et c'est comme ça que, du coup, ça reproduit le covenant, le principe du covenant de base, qui est de dire que quand tu veux commencer à dépenser les fonds, tu as un temps d'attente avant de pouvoir le faire pour qu'on puisse éventuellement claim que c'est du vol et pas un vrai retrait qui a été déclenché. Bon, bref, ça paraît plus compliqué et en fait, d'un point de vue spécification et d'un point de vue code, c'est plus simple parce que ça s'appuie sur ce que Taproot a fait et en fait, ça s'inspire beaucoup d'une idée qui avait déjà été évoquée
même pendant que CTV était en cours de conception, qui s'appelle OP Tap Lift Update Verify ou un truc comme ça. Et en gros, c'était l'idée de transmuter les feuilles de l'arbre de Taproot, du TapScript, pour pouvoir justement faire ce type de transformation. Mais c'est juste que bon, bah là, il commence à arriver à un design. Je pense que les discussions sont en train de converger. C'est-à-dire que la proposition de James O'Byrne, elle avait le mérite de la simplicité et elle montre que même en faisant quelque chose d'assez simple, on arrive quand même à reproduire la pseudo-complexité qu'on reprochait à CTV. Et donc en fait, là, on est en train d'avoir les discussions qui convergent vers une sorte de soft fork où on dit bon, on voit que CTV est nécessaire, on voit que de toute façon, on va, quelle que soit la manière qu'on a de voir les choses, on va arriver à ce design de CTV. Donc on va mettre CTV et puis on va mettre les autres opcodes qui manifestement permettent de bien faire les covenants de manière assez propre et assez simple d'un point de vue spécification. Donc c'est intéressant de voir ces discussions parce qu'on est en train d'observer une convergence, c'est-à-dire que les points de vue sont en train de petit à petit de s'aligner. C'est-à-dire que même, par exemple, Luc Dagière avait fait une proposition assez étrange de Volt dans la mailing list. Et en fait, il s'avère que même ce nouveau design arrive à reproduire sa proposition qui paraît un peu étrange au premier abord. Donc, c'est dire que, mine de rien, on est en train de converger vers un design qui semble être le bon, quoi, qui semble cristalliser tous les désirata, tout ce que l'on souhaite faire avec les Volts. Donc voilà, ça s'approche doucement mais sûrement et c'est assez intéressant à observer. Je pense que c'est ça aussi le point c'est pour ça qu'on en discute beaucoup, qu'on a déjà fait 2 entonnoirs là-dessus et qu'on va sûrement en faire parce que c'est en train d'évoluer, mais on est en train de converger vers quelque chose qui ressemble à une soft fork propre, quoi, bien. Ouais, et du coup, j'avais jamais vraiment, enfin, je m'étais jamais attardé sur la nouvelle proposition. Mais du coup, on voit bien qu'en fait, ils swappent dans le TypeScript, ils swappent juste le trigger par ce que contient le script du trigger. Donc en fait, c'est juste échanger une des branches du script par un truc qui a été commit avant. Et c'est tout. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça. Et en C'est fait, pas mal. quand il réfléchit à un covenant, c'est exactement ça, hein. Tu veux trigger quelque chose et après ce trigger, tu veux que des conditions soient imposées dessus. Et donc là, si tu veux, le design de Taproot est super pour ça, au sens où tu te dis, bah, il suffit simplement de rapporter les branches de la dépense précédente, il suffit de les prendre et de les réappliquer sur le script qui a été trigger quelque part. Donc ça a du sens tout ça. Je pense vraiment, conceptuellement, on est en train de converger et c'est très intéressant à observer. Je pense que cette fois-ci, ça va déboucher. J'ai un peu plus d'espoir que CTV, mais on aura CTV en plus, quoi. Donc c'est très bien, surtout que CTV était très attendu pour d'autres choses. Donc c'est assez intéressant. Je dis Bon, du peut-être une coup, bêtise. Deep of Volt ou alors AnyPrevout? Upvolt plus CTV ou AnyPrevout? Bah, ce serait bien d'avoir les deux, hein. Parce que en vrai, ça va Oui, mais ensemble, en hein. premier. En premier. Non, mais enfin, le Any Prevout, il est quand même plus près que les Volts pour l'instant. Je veux dire, le Any Prevout, il y a un BIP qui est en qui est en draft depuis plus d'1 an, quoi. Je pense quand même que ça va, quoi. Puis il commence à y avoir des spécifications qui sont faites pour le Lightning L2 et tout, donc bon, et pour l'instant, de ce que j'ai vu, j'ai pas vu d'implémentation de Lightning concurrente avec d'autres soft forks qui soient aussi intéressantes que ce que propose L2 manifestement. Donc bon, après voilà, mais je pense qu'il y aurait Any Prevout avant parce que ça reste assez simple. Et puis bon bah, on peut très bien faire les deux en même temps, hein. Les mécanismes, peut-être que par contre le mécanisme d'upgrade, la mise à jour, enfin la soft fork pour Any Prevout, elle est un poil plus compliquée que la soft fork pour les volts. C'est peut-être ça la limite qui est parce que dans le cas de Any Prevout, il faut considérer en gros ce qui va se passer dans le Any Prevout, c'est qu'ils vont euh, ajouter des règles pour des clés publiques qui ne font pas la même taille que celles de Taproot. Donc en gros, les clés publiques dans L2, elles auront 1 octet supplémentaire, ce qui fait que les règles de Taproot ne s'appliquent pas dessus. Et donc, du coup, il faut remettre les règles de Taproot, mais ajouter les opcodes pour, enfin, les flags de signature
pour L2. Il me semble. Et pour le cas des OP Vault, etc., c'est juste changer des OP Success en opcode. Donc ça, normalement, c'est un poil plus simple en termes de versionning, quoi. Mais bon, après, c'est franchement un détail, hein. Je veux dire, avec Taproot, on a tous les outils qu'il faut normalement pour faire des soft forks très facilement. Je pense que c'est pas un gros argument, quoi. Je vais troller, mais vous y croyez vraiment ou encore à faire un soft fork avec le drama des inscriptions là? Non, mais je pense que ça, c'est du drama. Je veux dire, après, les développeurs, ils auront toujours des idées. Enfin, je veux dire, bon. Non, après, mais les gens. Mais moi, j'y crois. Alors, je veux dire, franchement, le L2, il y a trop de trucs qui sont bien à faire avec. Les Covenants, je pense qu'il y a une grosse demande aussi, même des gens qui font du drama, d'avoir des Covenants qui soient bien et pas trop compliqués quand même. Donc, bon. Parce que sinon, il y a des designs de Covenant qui nécessitent des opcodes encore plus minimalistes, mais bon, ils sont. Ça demande par contre des implémentations très compliquées derrière off-chain, quoi. Donc, faut voir après. Et puis, je pense pas que ça fasse exactement tout ce que peut faire. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont pas couvertes par ces designs-là dans OP Vault, etc. Donc bon, moi je pense quand même qu'il y aura des changements. Enfin, on a quand même fait Taproot dans le but de pouvoir faire aussi des soft forks plus facilement. Donc l'ossification c'est bien, mais en fait ce qu'il faut c'est surtout faire attention à ce qu'on fait. Et là, tout ça c'est des designs qui sont sur la table depuis un certain nombre d'années quand même aussi. Donc bon. Bah faudra convaincre parce que quand je vois qu'il y a Carvalho qui avait fait un trade pour dire qu'il revenait sur sa mise à jour. Non, mais c'est Taproot. Ouais, oui, non, mais Carvalho, il fait ce qu'il veut. Enfin, voilà, il veut faire parler de lui aussi. Le problème, je pense que il est pas tout seul à penser comme ça et je me demande ce que ça va vraiment donner en fait le jour où on va vraiment devoir commencer à parler d'une activation et la mettre en œuvre. Je sais pas, on verra. Moi, je suis contre l'ossification, hein, mais je me demande l'état des débats, quoi. Ouais, après, je sais pas, tu vois, comme par exemple, quand James O'Byrne, il a proposé d'utiliser Speedy Trial pour l'activation de son BIP. Bon, il en a parlé vite fait. C'est sûr qu'il a pas non plus. Le but, c'était pas de faire la promotion de l'activation de son truc, mais ça a pas généré, je trouve. Bon, il y a eu je dis, ça a généré du drama un petit peu, mais c'était pas non plus. Voilà, ça m'a pas paru être insurmontable, quoi. Enfin, je sais pas, ça a pas pris tout le Bitcoin Twitter pendant plus d'une semaine, quoi, tu vois. Ouais. Non, parce que je pense que ça n'a pas été. Il suffit qu'il y ait quelques acteurs qui commencent à en parler pour que ça rameute un peu les fous. Je pense que ça n'a pas été vu, en fait, chez les Bitcoiners. C'est vrai. Ok. Super intéressant en tout cas. Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir là-dessus, ajouter quelque chose. Voilà, n'hésitez pas. Moi, c'est vrai que ma crainte, c'est que si on fait ça, ça repousse encore L2 un peu plus loin, mais bon, d'un autre côté, on ne décide pas, quoi. Ouais, et puis bon, il y aura quand même plein de choses intéressantes que tu peux faire avec City. Oui. Il y a des choses dans les DLC, il y a des choses dans plein de trucs, donc bon, ça restera intéressant quand même. Il y aura déjà je pense il y a déjà tellement à build avec Taproot qui attendait et qui est pas encore sorti parce que on n'a toujours pas Music 2 et tout derrière, que bon, voilà, c'est pas non plus comme si ça pressait, quoi. C'est dommage, mais de pas l'avoir tout de suite, L2. Mais bon, il y a déjà tellement à faire, je pense qu'il y a de quoi s'occuper encore. Non, c'est clair. Sur ce, merci tout le monde de nous avoir suivis pour ce 65e épisode de l'Entonnoir du Bitcoin. On a fait pile 1 heure, donc on arrive à se discipliner, ça y est. N'hésitez pas, si vous regardez, si vous écoutez ça a posteriori, sur n'importe quelle plateforme, à faire ce que vous pouvez pour répandre la bonne parole. Donc, alors ça dépend des plateformes, mais mettre 5 étoiles, cliquer sur le petit bouton bleu, partager le podcast. Vous pouvez même nous réécouter sur Twitter. Et encore mieux que ça, vous pouvez nous rejoindre en direct sur Twitter tous les dimanches à 18h pour venir discuter avec nous, venir poser vos questions, apporter votre contribution, vos remarques, etc.
Voilà, on vous accueille ici avec plaisir. On était bien là, on était voilà quelques dizaines, une bonne trentaine en permanence. Voilà, sur ce bon dimanche, merci à tout le monde d'être venu nous écouter. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Bisous. Salut, salut. Bye bye. T'as pensé à enregistrer, Fanny? Non. Aïe. Correct. Quelqu'un. Et t'as pensé à un record quand même? Ouais, c'est record là, activé. plus tard. Et quelqu'un enregistre un replay. Ça marche. Génial. Pareil. Salut tout le monde, bonne soirée, bisous. Bisous. Salut, bonne semaine à tous. Merci d'avoir écouté notre podcast, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux et nous mettre une note sur votre plateforme de podcast préférée, ça nous aide énormément. Ceci était une production Découvre Bitcoin, je vous retrouve très bientôt sur les réseaux. Merci à vous et n'oubliez pas de le partager grandement. Salut!